préciser sur les 3 périodes. La première, c'est un peu un rappel des contextes, des chiffres de la faim, des causes de la faim et de pourquoi en fait on parle de transformation des systèmes alimentaires, transformation des systèmes agricoles. La deuxième partie, elle est plus centrée sur tout ce qui va être souveraineté alimentaire, agroécologie, pourquoi est-ce qu'on met ça sur la table, qu'est-ce que ça implique et pourquoi est-ce qu'on pense que ce sont des solutions les plus pertinentes pour lutter contre la faim. Et la troisième partie, on va essayer de prendre un peu de recul par rapport à ça, et c'est là où effectivement on va plus parler du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, des initiatives internationales, un peu de la gouvernance internationale sur ce sujet et quels sont les enjeux et aussi les risques qu'on voit actuellement. Du coup, je vais commencer sur la première partie et ce que je vais faire, c'est surtout un rappel. Donc je suis désolé pour ceux qui connaissent par cœur le sujet, ça va être un rappel de la situation de la faim dans le monde et de l'état de tout ce qui va être insécurité alimentaire. Je préviens, je m'en excuse aussi, c'est pas hyper jojo comme situation, c'est un peu triste, donc j'ai malheureusement une première présentation qui est un peu sombre. Donc, à ce jour, la faim, elle est en hausse pour la 6e année consécutive. Ça fait 6 ans consécutifs qu'on a la malnutrition, la sous-alimentation, l'insécurité alimentaire, quel que soit l'indicateur qu'on utilise. La faim, elle est en hausse et elle est en hausse quasiment partout dans le monde. On a 768 millions de personnes qui ont souffert de la faim l'an dernier, 2,4 milliards de personnes qui ont été en insécurité alimentaire, c'est près d'un quart de l'humanité, et 40% de la population mondiale qui n'a pas été en mesure d'avoir accès à un régime alimentaire sain. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été financièrement en mesure de s'acheter une nourriture qui cochait la base nutritionnelle nécessaire pour vivre une vie saine. Ça va être que la Chine a pris la direction générale de la FAO et qu'on a beaucoup de millions de personnes chinoises qui disparaissent des calculs. Pas qu'on augmente depuis 6 ans, mais on est passé quand même de déclarations de 900 millions, 820 millions, 768 millions. Ce qui est, d'un point de vue personnel, plus une construction pour des enjeux géopolitiques qu'une réalité en tant que telle. Et c'est pour ça que malheureusement ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, d'autant plus que les chiffres de cette année sur les 768 millions n'ont pas pris en cause une grande partie des personnes souffrant de la crise alimentaire liée à la Covid-19. C'est des questions de timing dans les études qu'ils ont faites, dans les questions au gouvernement, ça n'a pas été bien pris en compte cette année. Et c'est une situation qui touche en fait tant au nord qu'au sud. Au niveau de l'Union européenne, on est à 10% de la population qui souffre d'insécurité alimentaire selon l'Agence des Nations Unies. Et je pense que ce chiffre et cette réalité du fait que la faim touche actuellement tant au nord qu'au sud, c'est un peu une nouveauté généralement dans le paysage politique et c'est quelque chose qui, je pense, qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que quand on parle de la faim, quand on parle d'insécurité alimentaire, il faut sortir de l'image d'Épinal où on pensait les famines dans les années 80, dans la Corne de l'Afrique, dans la Somalie, etc. Actuellement, si le monde a faim, si la faim augmente depuis 6 ans, ce n'est pas tant un problème de production agricole, c'est un problème d'accès à l'alimentation. C'est un problème de distribution, c'est un problème de justice. En termes de kilocalories par habitant, on produit largement suffisamment pour nourrir la population actuelle. Et si on rationne un peu, on peut même nourrir les projections pour la population en 2050. Effectivement, il y a des enjeux de production, il y a des enjeux d'augmentation de la production au niveau local, mais au niveau global, si la faim augmente, c'est pas à cause de ça. Non, actuellement, si le monde a faim, c'est principalement à cause de choix politiques, qui sont des choix qui ont des conséquences économiques, des conséquences politiques et des conséquences en termes d'injustice et de violation des droits humains. On considère qu'il y a 3 principales causes dans la faim actuellement dans le monde. La première, ça va être la généralisation des conflits. Donc ça va être tout ce qui va être déplacement de population, destruction ou pillage des récoltes, ça va être blocage des entrepôts, blocage des routes, tout ce qui va avoir des conséquences en fait sur la capacité des gens à avoir accès physique à l'alimentation. Ensuite, on va avoir en deuxième grande cause de l'augmentation de la faim dans le monde, tout ce qui va être changement, ce qu'on appelle les dérèglements climatiques. Actuellement, les événements climatiques extrêmes, donc on va prendre les sécheresses, les inondations, etc., c'est la principale cause de perte de récoltes agricoles au niveau mondial. Ce n'est pas une question d'investissement, ce n'est pas une question d'accès à la technologie. La première cause de perte agricole, ce sont les événements climatiques extrêmes. Au-delà de ces événements climatiques extrêmes, le changement climatique, il affecte l'insécurité alimentaire dans le monde aussi par 2 biais. Le premier, c'est que les précipitations, l'irrigation, c'est beaucoup moins prévisible, c'est-à-dire que pour les agriculteurs, pour les paysans, c'est beaucoup plus dur de se projeter.
Je peux prendre un exemple, c'est dans la zone sahélienne, la saison des pluies, généralement, elle est concentrée sur une période de 3-4 mois qui va de juillet à octobre, ce qu'on appelle l'hivernage. Actuellement, cette saison qui concentre la majeure partie des pluies à l'année, elle est de plus en plus imprévisible pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on constate que les pluies sont de plus en plus concentrées sur une petite période de tir et de plus en plus intenses. Donc pour un agriculteur sahélien, c'est particulièrement compliqué. En fait, s'il a planté trop tôt, si ses plants ont germé plus tôt que prévu ou plus tard, c'est hyper compliqué en fait de se projeter et d'avoir une récolte qui est correcte. Et enfin, toujours sur tout ce qui va être des règlements climatiques, bien entendu, la hausse des températures, ça a un impact sur ce qu'on peut planter, sur ce qu'on peut récolter, sur les insectes qui sont présents. On a une perte de qualité nutritionnelle dans certaines semences, dans certains plants, dans certaines légumineuses, à cause de la hausse des températures qui sont constatées. Et enfin, la troisième cause, je vous avais dit il y a 3 causes, conflits, dérèglements climatiques, et la troisième cause, ce sont les inégalités économiques, les injustices économiques, les problèmes de répartition et d'accès aux finances. Je le répète, mais actuellement, c'est près de 40% de la population mondiale qui n'a pas été en mesure d'avoir un accès d'avoir suffisamment de ressources pour se nourrir convenablement. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle n'a pas mangé à sa faim, c'est que concrètement, là où elle fait ses courses, donc que ce soit son supermarché, que ce soit le petit magasin à côté ou que ce soit juste un producteur, c'est plus facile pour elle de se nourrir avec des aliments qui sont peu chers, peu nutritifs et de faible qualité pour sa survie, qu'avoir des aliments diversifiés et de bonne qualité nutritionnelle. Et ça, c'est un constat au niveau mondial. Il n'y a pas un régime alimentaire sain. Et en moyenne, ce qu'on constate, c'est que le coût d'un régime alimentaire sain, il est 5 fois plus élevé que le coût du régime alimentaire le moins sain qui est disponible. C'est-à-dire qu'il faudrait dépenser 5 fois plus en moyenne pour son alimentation pour se nourrir correctement. Et je dis ça parce que pour moi, ça illustre vraiment ce que je vous disais au début, que le problème dans une grande partie du globe, c'est pas que la nourriture n'est pas disponible, c'est que concrètement, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible physiquement, mais elle n'est pas accessible aussi monétairement parlant, économiquement parlant. Si on regarde la répartition de toutes ces hausses de la faim dont je vous ai dit, ça fait 6 ans qu'on voit que la faim augmente dans le monde, 57% des pays où la faim a augmenté ces 5 dernières années, ce n'est pas du tout les pays les plus pauvres, ce n'est pas du tout les usuels suspects qu'on imagine et qu'on voit sur les émissions ou les spots un peu misérabilistes. Pour 57% d'entre eux, ce sont des pays à revenus modérés. C'est ce qu'on appelle des pays émergents. Ce sont des pays qui sont hyper spécialisés dans un type d'agriculture. Il y en a certains, ils sont exportateurs nets. On va prendre l'exemple de l'Argentine. L'Argentine a une hausse de la faim depuis 5 ans. Et pourtant, c'est un pays qui n'est absolument pas vu dans l'imagerie populaire comme un pays qui peut souffrir de la faim. Il y a une dimension qu'il faut également rappeler, c'est que la grande majorité des personnes en insécurité alimentaire, la majorité des personnes qui souffrent de la faim, ils sont eux-mêmes agriculteurs, ils sont eux-mêmes éleveurs, ils sont eux-mêmes cueilleurs, pêcheurs. Plus de 50% des personnes en insécurité alimentaire cultivent la terre ou la mer. Mais ça pose clairement la question de comment est-ce qu'on en a fait pour arriver à un système où on fait mourir de faim ceux qui nous nourrissent. À quel moment on a réussi à mettre en place un système agricole, un système alimentaire, qui en fait fait l'inverse de ce qu'il est censé faire. Le constat selon lequel il faut transformer en fait en profondeur nos systèmes alimentaires, nos systèmes agricoles pour lutter contre la faim, il est généralement partagé. Il y a globalement un consensus international à ce niveau. La question, c'est vraiment comment. Et je conclus là-dessus, mais cette question et cette nécessité en fait de changer les systèmes alimentaires, les systèmes agricoles, elle a été récemment encore plus mise en avant à travers la pandémie de Covid-19. La pandémie de Covid-19 est en train de créer une des pires crises alimentaires du XXIe siècle. On a eu autant de nouveaux cas d'insécurité alimentaire et de sous-alimentation sur l'année dernière que sur les 5 années précédentes cumulées. La pandémie, par elle-même, elle ne crée pas de la faim, mais c'est les conséquences de cette pandémie qui vont être la perte d'emploi, les confinements, l'incapacité d'acheter des semences parce que les frontières et les commerces ont été, et le commerce international a été perturbé, la perte de revenus, qui vont avoir en fait une conséquence immédiate sur la capacité des gens, monétairement parlant, à acheter une alimentation, avec un impact drastiquement plus fort chez les travailleurs agricoles, chez les travailleurs alimentaires.
c'est qu'elle met en lumière en fait toutes les failles structurelles de notre système agricole. Toute la non-résilience de ce dernier, toute l'aberration qu'on peut avoir à avoir un système qui fonctionne avec des chaînes de valeur internationales, qui fonctionne à flux tendu et sans aucune marge de sécurité. Donc le constat n'est pas nouveau, mais par contre, le fait qu'il faut transformer en fait en profondeur nos systèmes agricoles, nos systèmes alimentaires, il a clairement été mis sur le devant de la scène avec cette crise et cette crise alimentaire qui fait suite à la pandémie Covid-19. Il y a 130 kilos de nourriture disponible, alors je dis céréales ou équivalent, pommes de terre, manioc, igname, banane plantain, une partie de cette production calorique servant à nourrir des animaux, mais il y a donc pléthore de nourriture sur le marché mondial. Donc ça n'a rien à voir avec une insuffisance de nourriture, ça venait d'être dit, mais c'est phénoménal. Alors évidemment, la double question, elle est, mais pourquoi donc il y a des gens qui n'y ont pas accès? Et qu'est-ce qu'on fait de ces 130 kilos, et même plus, excédentaires, parce qu'il y a des gens qui mangent moins que ces 200 kilos. Et quand on dit les gens ont faim, c'est qu'ils n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories. Ces gens-là, effectivement, n'ont pas accès à ces 200 kilos de céréales par habitant et par an, transformées ou pas en animaux. Alors, on va commencer. Qu'est-ce qu'on fait du surcroît de nourriture? Ben, il y a des gens riches qui achètent, qui mettent au frigo, la date de péremption est passée, ils mettent à la poubelle. Ça s'appelle le gaspillage. Il y a les grandes surfaces qui achètent, les tomates n'étaient pas bien calibrées, ils ont jeté à la poubelle. La deuxième chose, c'est effectivement qu'il y a la nourriture, alors y compris, il y a la nourriture donc, qui sert à nourrir des cochons, des volailles, des ruminants, et peut-être y en a-t-il trop sur la planète. Et donc, il y a effectivement, nos cochons sont plus riches que les pauvres brésiliens des bidonvilles. Le Brésil est un surplus de nourriture disponible, maïs, soja. Ben, le soja est exporté pour nourrir des cochons, pour nourrir des volailles sur le territoire européen. Ils sont plus riches que les pauvres brésiliens dans les bidonvilles. Et puis la troisième chose qui a en proportion croissante, ben, effectivement, il y a aussi des gens qui circulent en voiture, qui voyagent en avion, etc. Et il y a effectivement de la nourriture, ça peut être de la betterave, ça peut être du maïs pour fabriquer de l'éthanol, ou du colza, de l'huile de palme pour fabriquer de l'agrodiesel. Donc il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres pour donner à boire à des voitures, donner à boire à des avions. Donc, première chose qu'il faut changer, plus encore que le système alimentaire, ça va être le système économique, qui est à l'origine de cet extrême écart de revenus, avec des gens pauvres qui ne parviennent pas à acheter une nourriture qui est disponible et dont le prix pourtant n'a cessé que de baisser depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle, capable de produire massivement des produits standards et bas de gamme, ça a été dit, pour pas cher, ben même ces produits pas chers, il y a des gens trop pauvres qui ne parviennent pas à l'acheter. Et c'est acheté par plus riches, gaspillé, animaux et un gros carburant. Et puis, pour les principaux usages. Alors la cause de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, alors j'en conviens, si, je l'ai dit tout à l'heure, mais si vous allez au Brésil, j'allais dire, moi je rencontre, tout un pays émergent, je rencontre plus de misère que si je vais au Laos. Au Laos, je dirais, les gens sont franchement pas riches, il n'y a pas beaucoup d'industrie, il n'y a pas beaucoup de choses, mais les gens ont du poisson, ils ont du riz, ils ont des légumes, je veux dire, il y a une mortalité infantile, parce que les gamins, on les amibiase, mangent, lèchent les feuilles mortes et ce genre de choses. L'espérance de vie reste encore assez faible, il faut être honnête, parce qu'il y a une forte mortalité infantile, mais les gens qui parviennent à survivre 5 ans, alors par contre ils vivent très vieux, ils ont tous leurs dents, je veux dire, ils mangent plutôt bien équilibré, alors qu'ils sont pourtant relativement pauvres. Mais les gens qui sont dans la misère, les gens qui désherbaient, qui ont été remplacés par du désherbant en Brésil, qui se retrouvent aujourd'hui dans les bidonvilles, alors là, ceux-là, ben, effectivement, souffrent de la faim et de la malnutrition. Voilà. Alors ceux qui sont pauvres, il y en a aussi en France. Hein. S'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, c'est pas que la France ne produit pas assez. Enfin, on verra. Elle ne produit pas assez de protéines, ça on verra, mais elle produit des excédents de blé bas de gamme, des excédents de blé, des excédents de sucre, ce genre de choses. S'il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur, le secours populaire et autres, ça n'a rien à voir avec l'insuffisance de nourriture en France, vous l'avez compris. C'est vrai au Brésil qui exporte sa nourriture pour nourrir nos cochons ou pour fournir de l'éthanol. Et puis c'est vrai aussi, et ça il faudra qu'on le revoie, de pays qui, un peu sur les recommandations, quand il fallait échelonner la dette extérieure, les gouvernements se sont un peu coltinés des mesures des bailleurs de fonds, hein, donc le Fonds monétaire international et les banques mondiales, leur ont dit, bah, écoutez, si vous voulez sortir de la pauvreté, il faut vous spécialiser sur les avantages comparatifs, vous n'avez aucun avantage à produire de la nourriture, vous n'êtes pas assez compétitif, vous travaillez encore à la main,
pourquoi vouloir être compétitif si vous récoltez à la faucille, être compétitif avec une moissonneuse-batteuse? Donc renoncez à faire ce pourquoi il y a des pays plus compétitifs que vous, et vous, dans les pays tropicaux en particulier, ben, spécialisez-vous vers les produits qu'on ne trouve pas dans les pays industriels, souvent des pays tempérés. Faites du café, faites du cacao, faites de tout ça. Et les gens obéissent. Et bien ces gens-là ne parviennent pas. Avec les revenus du café et du cacao, et on leur disait, comme ça, avec cet argent-là, vous pourrez acheter cette nourriture qui est produite moins chère sur le marché international. Ça s'avère complètement faux. Et dès qu'il y a des crises alimentaires, là il y a celle du Covid, mais quand c'était la crise de 2008, hein, c'est ça. Alors là, les émeutes de la faim en ville, c'était ça, quoi. Hein, des gens, et brutalement, là on passe les 800 millions de gens qui ont faim, et ce genre de choses. Là, il y a des émeutes, ce genre de trucs. Et ces pays qui produisent du café, du cacao, avec les revenus du café et du cacao, ne parviennent pas à acheter une nourriture, contrairement à toute la théorie néoclassique qui leur avait été enseignée. Et donc, il faudra aussi revoir, alors, non pas la théorie néoclassique, parce qu'elle est d'une rigueur incroyable, mais de se rappeler quelles sont les hypothèses de la théorie néoclassique et de voir que notre monde ne fonctionne pas sur la base de ces hypothèses et sur bien d'autres. Mais cette spécialisation sur l'avantage comparatif crée une insécurité alimentaire dans le sens où on dépend de l'importation. On n'est pas sûr quand les prix viennent à être il y a une spéculation hein, sur les marchés à terme. On peut voir aussi que les prix peuvent être très bas, ils peuvent être très hauts. En ce moment d'ailleurs, ils ont tendance à être un peu très hauts, parce que justement, il y a eu quelques mauvaises récoltes ici ou là, et il y a des problèmes, y compris de logistique avec la question de la pandémie. Mais ça peut aussi s'effondrer, ce genre de choses. Et là, alors, il n'y a jamais eu de gens mis en prison du fait de spéculer sur les marchés internes. Hein, c'est tout ce qu'il y a de plus légal. Je pense qu'il faudra éventuellement revoir ça un jour, réguler les prix internationaux et peut-être autoriser quand même les pays du Sud à retrouver, alors on va appeler de souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est pouvoir sécuriser les approvisionnements. Et on voit qu'en produisant du café et du cacao, ben, on n'y est pas parvenu. Donc il faut trouver d'autres méthodes, une plus grande autonomie, une plus grande souveraineté au gouvernement de décider quelle est la part d'autonomie alimentaire. Et je crois effectivement que c'est absolument indispensable. Alors pourquoi cette pauvreté dans les pays du Sud? En commençant évidemment par pour les 2/3 des paysans, ben, précisément, ceux qui gens qui travaillent à la main ne sont pas compétitifs avec des gens équipés de moissonneuses-batteuses et de robots de traite. Savez-vous que quand il y a 2 sacs de riz qui se vendent au même prix sur le marché mondial, dans le sac de riz qui a été produit par la femme qui, le dos courbé, repique le riz à la main, ne repiquera pas dans l'année plus d'un demi-hectare, éventuellement aura peut-être, sans jachère aucune, hein, mais 1 tonne en moyenne à l'hectare par an, c'est-à-dire 500 kilos, donc du coup, de riz produit par actif et par an. Eh bien, quand vous êtes en Camargue, ou quand vous êtes en Arkansas, ou quand vous êtes ailleurs, c'est 100 hectares avec le semoir rotatif et le tracteur, c'est 5 tonnes hectares, ben c'est 500 tonnes et 500 kilos. Un rapport de 1 à 1000. Alors évidemment, quand la femme qui a repiqué à la main, je veux dire, n'a apporté que son travail. Elle n'a quasiment rien détruit, il n'y a que les semences qui ont été détruites. Nous, notre agriculture hautement productive, ne l'oublions pas, elle est aussi hautement destructive. Parce que pour produire les 500 tonnes, il a fallu détruire des engrais, ils étaient là, ils n'existent plus, détruire des pesticides, ils étaient là, ils n'existent plus, brûler du carburant, ils étaient là, ils n'existent plus, user des tracteurs, plus usage des moissonneuses-batteuses, et du coup, la productivité de l'agriculteur, ce n'est que 1/5 de ces 500 tonnes, c'est-à-dire 100 tonnes. Et 100 tonnes, c'est 200 fois plus que les 500 kilos. Vous avez 2 sacs de riz qui sont au même prix, dans un des sacs, il y a 200 fois plus de travail agricole que dans le sac d'à côté. Et cette femme qui va devoir vendre du riz pour acheter un produit de première nécessité, un médicament ou autre, eh ben, elle va vendre un peu de son riz au même prix et accepter une rémunération de son travail 200 fois inférieure. Si on ne met pas ça en cause, donc c'est pas que les systèmes alimentaires qu'il va falloir remettre en cause, hein, il est clair que ce que certains appellent les libres-échanges, d'abord je mets des guillemets à libre, parce que c'est mettre comme un coureur à pied avec un pilote de Formule 1. Et je vous pose la question, qui perçoit les subventions? Le pilote de Formule 1. En Europe, notre industrie, nos autres secteurs peuvent payer des impôts et l'État subventionne notre agriculture. Quand vous êtes au Mali, on demande aux agriculteurs de financer l'industrialisation. Comment voulez-vous qu'on puisse y arriver? Et évidemment, les gens qui sont mis en concurrence comme ça ne peuvent pas avoir des revenus suffisants, nourrir la famille suffisamment, avoir des revenus pour épargner, investir, passer de l'agriculture manuelle à la traction animale, passer éventuellement à de l'agroforesterie et d'autres systèmes dont on reparlera. La réponse, c'est impossible. Alors, la traction animale, la charrette, transporter du fumier, fertiliser le champ, impossible. Tant qu'on maintient cette espèce de libre-échange, appelé à tort libre-échange, eh bien, nous n'y parviendrons pas. Et évidemment, il y en a
ils sont tombés en faillite, ils se sont endettés, ils ont été voir le commerçant usurier pour acheter du riz. On lui a dit, bah, écoute, je te vends là les 2 sacs de riz, mais quand tu récoltes ton riz là, dans 2 mois, tu m'en donnes 4. 100% en 2 mois, les taux usuraires. Et évidemment, un jour, bah, ils tombent en faillite, rejoignent les bidonvilles, et là, il n'y a pas d'emploi. Et là, bah, effectivement, pour les plus chanceux, des chanceux, ceux qui parviennent à sauvegarder des narcotrafiquants, comme au Brésil ou au Mexique, ou avoir la possibilité de payer un passeur, et ben on tente à traverser du désert libyen, on tente à traverser de la Méditerranée dans les conditions que vous savez. Quand on parle de transformer les systèmes agricoles et alimentaires, ça pose en fait ces questions de l'échange. C'est-à-dire que quand on parle de système alimentaire, on parle à la fois de comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on transporte et comment est-ce qu'on consomme. Donc du coup, en fait, c'est, on va dire, de la fourche à la fourchette, pour reprendre une expression qui est connue, comment est-ce qu'on pense notre alimentation. Et forcément, ça questionne à la fois les règles du libre-échange, à la fois la souveraineté alimentaire en tant que citoyen, en tant que région, en tant que pays, de choisir comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on consomme. Et ça questionne fortement la répartition en fait, du travail et la répartition du capital au sein des filières agricoles. Si on ne questionne pas en fait, les règles de l'échange, la structuration du système économique, qui pour moi est totalement imbriqué en fait, dans le système agricole. Quand on parle de système agricole, de système alimentaire, c'est un système économique à part entière. Quand on veut réinventer un système agricole et alimentaire localisé via l'agroécologie, c'est un système économique territorialisé qu'on construit avec des circuits courts, des interactions, etc. Donc c'est le nœud du problème et je suis entièrement d'accord là-dessus. Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, maintenant l'Angola, et puis ensuite il y a eu le Costa Rica, le Panama, le Nicaragua, le Brésil, et puis vous avez l'Indonésie, et puis vous avez... Et puis donc tous ces producteurs qui sont mis à la main, alors surtout quand c'est des productions arborées, parce que c'est quand même plus vrai quand c'est des productions arborées, quand ils ont commencé à investir en fonction de ces injonctions-là, et bien effectivement, quand tous les arbres ont été capables de produire, ben évidemment surproduction, et le prix du café et du cacao descend jusqu'à, c'est-à-dire un prix du marché, un prix de rémunération de la force de travail, c'est l'économie de marché finalement, il y a un prix du marché de la force de travail qui s'uniformise, quelles que soient les productions. Mais ça s'uniformise à 200 fois moins que quelqu'un qui est évidemment bien mieux équipé. Mais effectivement, la spécialisation exagérée dans les cultures tropicales, surtout quand elles sont arborées, ont mis les gens à la faillite. Au Brésil, le grand propriétaire, il habite San Salvador, il a un gérant, et au gérant, il lui demande, écoute, moi, le capital, il faut que ça me rapporte un taux de profit au moins égal à ce que je gagnerais dans l'immobilier, dans le commerce et l'industrie. Et là, je vous dis tout de suite, c'est la monoproduction. Et avec le matériel, on amortit au plus vite, et surtout pas de main-d'œuvre. Alors, commencer à faire du maraîchage, des cultures diversifiées avec une foule de main-d'œuvre, non, on les bazarde. Hein. Donc il y a aussi dans les bidonvilles des gens qui étaient agriculteurs, mais dans des conditions salariées, qui ont été remplacés par du désherbant, des machines. Oui, il faudra un jour remettre tout ça en cause. Si on tient un peu compte, si on voit que une large part, la pauvreté dans un grand nombre de pays provient de la non-compétitivité d'agriculture de gens largement sous-équipés, et éventuellement de gens qui ont été remplacés par des machines dans les exploitations capitalistes. La question qui est posée par un pays comme la France, par exemple, c'est au fond, en France, est-ce qu'il nous faut continuer de pouvoir exporter des blés à 90 quintaux qu'on exporte vers l'Algérie et l'Égypte? Ce n'est pas les blés les plus rentables parce qu'on est concurrencé par l'Ukraine. Et en Ukraine, c'est 2000, 3000 hectares, monoproduction. Nos blés à 90 quintaux nous coûtent en engrais, produits phytosanitaires, carburant énormément. Mais je vais vous dire, si on diminue notre rendement et qu'on diminue encore les coûts, la valeur ajoutée en termes monétaires serait supérieure à l'hectare. Et ça, je pense que même en termes monétaires, il nous faudra changer d'agriculture. En tout cas, sachez que produire du blé à 90 quintaux en concurrence avec l'Ukraine, du sucre de betterave sous les nuages de Picardie, qui plante en C3, diraient les physiologistes, hein, c'est-à-dire moins efficace que la canne à sucre, sur une petite ferme de 500 hectares en Picardie et 40 000 hectares au Brésil, pensez que la betterave à sucre pour produire de l'éthanol, pour produire de sucre sur le marché international pour être compétitif, nul. J'ai un gros débat, une grosse dispute avec le ministre actuel qui fut mon étudiant. Hein. Le professeur était mauvais, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est dramatique. L'usine sucrière dans l'Eure, elle a fermé, c'était avec néonicotinoïdes. Hein. Alors la poudre de lait.
poudre de lait. On a des vaches qui produisent beaucoup de lait, mais la Primolstein, ce lait, c'est de l'eau. On va le déshydrater pour qu'il y ait de la poudre de lait, pour que les petits Chinois n'aient pas de lait contaminé. Mais les Chinois, ils ont investi en Nouvelle-Zélande, ils ont investi en Uruguay, ils ont investi en Irlande, ils ont investi en Bretagne. Mais l'unité de carré, de déshydratation de carré, ben évidemment, elle n'a jamais fonctionné à plus de la moitié de la capacité. Et quand les Chinois se sont barrés, ils ont refilé ça à une coopérative, je mets des guillemets, Sodial, dont les comptes sont plombés. Taux de suicide en Bretagne, ceux qui ont investi 3 robots de traite pour découvrir qu'il n'y a aucun avenir dans la filière spécialisée lait pour faire de la poudre, pour être... aucun avenir, quoi. Des poulets de bas de gamme de moins de 40 jours, avec du maïs et du soja brésilien pour être exporté vers l'Arabie Saoudite. En France, si on s'autorise à produire moins mais mieux, et surtout moins exporter de produits bas de gamme, sachant que de plus, on y parvient à les exporter en concurrence avec l'Ukraine et les autres pays parce que nos agriculteurs sont subventionnés, ben ce ne serait pas idiot. Alors par contre, effectivement, dans les pays qui sont peut-être trop spécialisés café, cacao, dans les pays qui ont du mal avec le mil et le sorgho, des pays où désormais on mange du pain et non plus du mil et du sorgho, hein, on ne mange plus de la quinoa, on mange du pain ou du riz, enfin, je veux dire, dans certains pays, on a abandonné les céréales locales parce que dans les pays du Sud, par contre, le défi, ce sera bien éventuellement d'accroître la disponibilité en nourriture, produits bruts à l'hectare, et au moindre coût. Et dans les pays du Sud, effectivement, notamment les pays les plus déficitaires, ceux qui souffrent de l'insécurité et de la dépendance, eh bien, il nous faudra faire les deux. Quelles sont les formes d'agriculture qui seraient plus à même de faire ça? Alors je présente ça, une agriculture inspirée de l'agroécologie. Vous m'autorisez là de parler comme un agroécologue, c'est la discipline scientifique de ces scientifiques qui essayent d'expliquer que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas le sol, le troupeau et la plante pris séparément, mais un écosystème agricole, on appelle agroécosystème. Un bocage, c'est pas complètement naturel. Hein. L'homme n'aurait pas bâti de bocage, ce serait une lande, ce serait une forêt, mais ce ne serait pas un bocage. Et pourtant, ça a été productif et durable. La rizière, mais la rizière, si on n'avait pas aménagé de rizière, ce serait un marais. Mais la rizière, il y a du riz, il y a des canards, il y a des escargots, il y a des poissons, il y a des grenouilles. Et moi, quand j'étais à Madagascar et que j'enseignais, agronome formaté, un jeune agronome, 1968, hein, vous voyez l'âge que j'ai, hein, je devais enseigner à ces femmes malgaches analphabètes la riziculture améliorée, la variété améliorée, capable de donner le haut rendement, mais un peu gourmande en engrais, sensible à la cicadelle, il fallait lui mettre des insecticides, et comme elle était à paille courte, feuille érigée, pour avoir de bon rendement, elle était concurrencée par des herbes concurrentes, et du coup, il fallait mettre de l'herbicide. Et ces femmes malgaches analphabètes m'ont dit que j'avais tout faux, parce que vous êtes en train de tuer toutes nos sources de protéines. Et regardez les canards qui sont en train de picorer les herbes que vous appelez mauvaises herbes, monsieur du fumier, regardez les canards qui sont en train de s'attaquer aux pucerons et aux cicadelles. J'avais tout faux. Des formes d'agriculture qui effectivement seront, vous le devinez, très peu destructives, surtout pas de l'humus des sols, surtout pas des abeilles, surtout pas de tout ça. On va maintenir la biodiversité. C'est quand même des écosystèmes simplifiés, parce qu'on privilégie la croissance de quelques espèces utiles, mais ce ne sera plus jamais qu'une plante. Dans les rangées de blé, dans la brie, moi je connais, ils sèment des lentilles entre les rangées de blé. Quoi. Voilà. Alors donc, ce sera peut-être des cultures associées, ça va être très compliqué. Alors j'y vais. 3 bonnes nouvelles. On avait dit qu'il faut des kilocalories. L'énergie qu'on va dépenser au travail, dans les loisirs et dans les déplacements, les battements du cœur, ça nous vient de la nourriture. On la trouve, cette énergie, dans l'alimentation. Et l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation vient du soleil, pas de pénurie de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc je vous suggérerais que vous fassiez un usage intensif, je fais exprès, à l'hectare, des rayons du soleil. Moi, l'agriculture extensive, hein, si c'est toujours de plus grandes extensions, on va déforester la forêt amazonienne, on va déforester la forêt congolaise, on va déforester la forêt de Bornéo, je suis contre l'agriculture extensive. Si on aurait une population croissante et bien maintenir une nutrition correcte dans une population croissante, c'est ça, détruire la biodiversité et émettre des gaz à effet de serre, je suis contre. Mais par contre, faire un usage intensif à l'hectare, des rayons du soleil qui ne coûtent rien, c'est renouvelable. Ce qui coûte, c'est l'accès au foncier. Là, de nouveau, il y aura un problème politique. On va nous dire, il faudrait dénoncer les accapareurs de terre. Mais couverture végétale verte, la plus totale, la plus permanente possible. C'est-à-dire, la plante intercepte la lumière, transforme ça en énergie solaire, il faut que les feuilles soient vertes. Une feuille morte, ne sait pas faire ça. Et l'énergie dont je vous parle là, le sucre, l'amidon, les lipides, hein, les glucides, les lipides, eh bien, ce sont des hydrates de carbone, vous entendez carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Dites-moi, il y a pénurie ou pas annoncé du gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire, il y en a trop, c'est un gaz à effet de serre, il y a urgence que les agriculteurs, les plantes et les agriculteurs interceptent ce gaz carbonique, la plante va prendre du carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait de mal à nos poumons, et avec ce carbone, va nous fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, peut-être même
de la paille, des racines, et après récolte, si ça décompose bien, fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans les sols. Ah, je suis pour l'agriculture intensive, moi. Si on mène une agriculture capable de faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable des rayons du soleil, de ce qui est pléthorique, je suis même pour rémunérer les agriculteurs et nous rendre un service environnemental, séquestrant du carbone. Donc vous voyez la culture de maïs sud-ouest en France, monoproduction de maïs, ça s'appelle avoir tout chaud. En hiver, les rayons du soleil tombent à terre, c'est nul. Avril-mai, vous avez semé du maïs, les rayons du soleil retombent entre les rangées de maïs, ça tombe à terre, c'est nul. Et quand au mois d'août, enfin ça y est, tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, le maïs n'a plus d'eau dans le sol, au mois d'août il ne pleut pas, il cesse de transpirer, les rayons du soleil ça ne sert à rien, il n'y a plus de photosynthèse. Il faut que l'eau s'infiltre dans les sols, soit emmagasinée pour que la plante puisse transpirer même au mois d'août. Une agriculture qui va devoir impérativement diversifier, y compris au sein des associations de culture, au sein des parcelles, on va y être obligé, je crois qu'il faut très clairement le dire, donc il faut s'y préparer dès maintenant, mais ça va être un peu plus difficile, j'en conviens. Alors il faut que, évidemment, empêcher le ruissellement, les haies, la couverture végétale, il faut que ça s'infiltre. Moi, on m'enseignait le labour quand j'étais gamin, enfin quand j'étais jeune agronome, labourer, le sol poreux. Maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturelles simplifiées, un excès de labour, le carbone de l'humus oxydé retourne à l'état de gaz carbonique. Puis les vers de terre sont bousculés, la microbiologie est un peu dérangée. Travail minimum du sol aujourd'hui pour maintenir l'humus, préserver la biologie des sols. Mais on veut quand même que le sol soit poreux. On va faire confiance aux vers de terre, on va faire confiance aux colamboles, on va faire confiance aux cloportes, on va faire confiance aux mauvaises herbes. Du coup, c'est la biologie des sols qui va rendre le sol poreux. Maintenant, on veut que l'eau qui s'est infiltrée reste à hauteur des racines, que seul le surplus aille rejoindre la nappe phréatique, mais qu'un maximum d'eau soit piégé dans la surface, la couche arable, c'est le complexe argilo-humique. C'est l'argile et l'humus qui retient l'eau. On a besoin d'azote dans notre agriculture, pas seulement pour aider les microbes à fabriquer de l'humus, mais parce que c'est la source de protéines. Tous les tissus du corps humain, la peau, les cheveux, les ongles, tout ça c'est des protéines. Et ça, on s'assuse, hein, ça repart dans nos urines. Il faut renouveler notre ration. Tous les jours, on doit avoir la ration de protéines. C'est un composant azoté. D'où vient l'azote? De l'air. 79% d'azote dans l'air. Renouvelable. Bon, ben alors faisons un usage intensif de l'azote de l'air. Tous les agriculteurs du monde entier connaissent l'alternative, les légumineuses. Vous appellerez ça luzerne, trèfle, sainfoin, lotier pour nourrir des ruminants. Vous appellerez ça févrole, lupin, soja, pois fourragers pour nourrir des volailles ou des porcins. Et puis pour nous, riches en fibres, moins de cancer du côlon, les lentilles, les pois, les fèves, les haricots, les petits pois, toutes ces légumineuses, alors évidemment, c'est des microbes qui s'incrustent dans leurs racines, qui utilisent les glucides de la photosynthèse, donc ça vient de l'énergie solaire, l'énergie alimentaire de la racine de la plante, les microbes s'en emparent, ils prolifèrent avec cette énergie, ils interceptent l'azote de l'air, fabriquent les acides aminés, les premiers constituants des protéines, et refilent ça à la légumineuse, qui sera... Et là, on arrive sur le thème sécurité et souveraineté. Mais pourquoi donc nous qui exportons des excédents de poulet bas de gamme, des excédents de blé, des excédents qui sont peu compétitifs parce qu'il y a l'Ukraine, parce qu'il y a le Brésil, parce qu'il y a la Nouvelle-Zélande, pourquoi en France on dépend pour les 2/3 de l'importation de protéines en provenance du Brésil, du soja ou de soja transgénique? Donc on met des droits de douane, hein, on se protège, le P, du protectionnisme, mais appellation d'origine protégée un bon vin, c'est aussi P. Hein. Quand je suis au Brésil et que je fais cette provocation, alors évidemment l'exportateur du soja me dit les avantages compétitifs, monsieur Dufumier, vous ne connaissez pas la théorie néoclassique, elle a déjà dit, vous en France, vous avez du champagne, vous avez des avantages comparatifs par le champagne, nous on a des avantages compétitifs pour faire du soja, échangeons-nous. Et la théorie classique nous disait c'est gagnant-gagnant. Heureusement, beaucoup d'autres Brésiliens à côté qui me disent mais monsieur Dufumier, vous ne l'écoutez pas. On n'est pas fiers, nous, Brésiliens, de produire du soja pour nourrir vos cochons et même entre du bois, vos volailles, vos ruminants. Nous, on préférait nourrir les Brésiliens. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à gérer en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, la synthèse des légumineuses, d'autant plus que ces légumineuses, dans leurs racines, conservent beaucoup d'azote, qui va fertiliser la betterave, le tournesol, le colza, qui va venir l'année d'après dans la rotation. Ça va être ça aussi l'agroforesterie, remettre des bocages, remettre des pommiers dans la prairie, dans nos plantes, y compris en France, avec les racines profondes, ça cherche des éléments minéraux. Alors par contre, la finitude pour les éléments minéraux, calcium, les falaises calcaires, je crois qu'il y en a encore beaucoup, potassium, assez curieusement, je suis toujours surpris, parce que nous, les mines de potasse, elles sont fermées. Hein. Mais je ne vois pas les experts très inquiets là-dessus, pour eux c'est bien, beaucoup de générations encore, mais par contre le phosphore, on dit que 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de mines de phosphate
va devenir hyper coûteux. Et les agriculteurs le voient déjà. Les engrais phosphatés coûtent très cher parce que les pays qui ont des mines de phosphate font payer déjà très cher cette perspective de pénurie. Il faudra éviter les gaspillages. Et les gaspillages, en France, pour l'azote, vous l'avez compris, c'est l'urine des animaux. Si on pouvait remettre les animaux sur la paille en Bretagne, donc remettre des élevages dans le bassin parisien, on commencera par des brebis, des chèvres, des ateliers fromage. Et dans une exploitation de 300 hectares, là où il y avait un emploi, maintenant il y en a 3. Et au CCFD, qui est l'organisation que je représente, l'agroécologie, c'est le meilleur véhicule pour atteindre la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, elle est indispensable pour lutter contre le système agro-industriel qui est mondialisé, qui est le système alimentaire qui est actuellement dominant. Le but, c'est de rendre le choix au peuple, c'est de rendre le choix aux citoyens quant à leur modèle de production, leur modèle de transformation et leur modèle de consommation. Leur contrôle sur leur environnement, leur capacité de résilience par rapport au choc économique, leur capacité de résilience par rapport au choc climatique. Et c'est là que l'agroécologie est très intéressante, c'est-à-dire que économiquement, c'est viable, effectivement, avec des changements, avec un accompagnement qui est bien spécifique, mais économiquement, c'est viable pour l'agriculteur. C'est résilient vis-à-vis des dérèglements climatiques, car on a une résilience qui vient par la diversité par rapport aux aléas climatiques qu'on peut avoir. On a des co-bénéfices environnementaux, on a des co-bénéfices écosystémiques qui sont très présents, et on a aussi des co-bénéfices sociaux qui, pour moi, sont particulièrement importants. À travers l'agroécologie, ce que vous recréez, c'est un système alimentaire local, c'est un système alimentaire social au niveau d'un territoire. Vous recréez aussi des liens entre les agriculteurs, les citoyens, vous repassez par des circuits courts, et au-delà de la dimension économique, de la dimension environnementale, il y a une dimension humaine, il y a une dimension sociale, il y a même une dimension culturelle de l'alimentation qui revient sur le devant de la scène et qu'on a totalement oublié et qui est particulièrement pertinente. Ce faisant, en garantissant en fait cette souveraineté alimentaire, vous déconstruisez progressivement certaines des causes mondiales de la faim que j'ai citées, notamment tout ce qui est dérèglement climatique, car Marie Dufumier l'a bien dit, mais concrètement on a une contribution climatique bien moindre des pratiques agroécologiques par rapport aux pratiques industrielles. Mais comme on n'est pas dans une relation d'échanges internationaux par rapport aux filières, alors, bien entendu on ne va pas produire en France notre consommation de café, notre consommation d'orange via des filières agroécologiques, mais c'est juste on n'est plus en fait dans une logique d'échanges internationaux et de complémentarité entre les productions et les consommations. On n'est plus en fait dans une course au moins-disant social, au moins-disant économique par rapport aux normes pour baisser les coûts de production. Donc du coup, en fait, on est dans une logique où on va réfléchir à travers l'agroécologie, et c'est pour ça qu'au CCFD, on trouve que c'est un outil hyper pertinent pour construire la souveraineté alimentaire, pour lutter contre la faim, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, c'est qu'on est en train de construire une agriculture, une alimentation, où on va essayer de rémunérer l'agriculteur, non pas sur les coûts d'un des 7 marchés internationaux de matières premières, et il va regarder sur sa tablette pour savoir combien est-ce qu'il va toucher dans 6 mois par rapport à sa production, mais par rapport en fait au coût de son travail, comment est-ce qu'on rémunère son travail, ce qui implique aussi, et je ne vous le cache pas, nous en tant que consommateurs, de réfléchir à comment est-ce qu'on consomme et combien on dépense dans l'alimentation, combien on dépense dans notre agriculture. Si on ne considère pas l'agroécologie comme un outil complet, c'est-à-dire comme un outil avec une dimension économique, une dimension scientifique, une dimension environnementale, une dimension sociale, comme un outil en fait émancipateur pour sortir d'un système effectivement très capitaliste, très libéral d'agriculture industrielle, je pense qu'on a tout faux dans notre projection et dans notre volonté de transformer les systèmes alimentaires et les systèmes agricoles. Bon, ça fait 50 ans en fait que les politiques agricoles, au nord comme au sud, elles sont principalement construites en fonction d'un objectif productivisme, où le but c'est effectivement de produire et on s'en fout, on ne prend pas en compte, excusez-moi, les conséquences sociales, les conséquences environnementales, les conséquences qu'on peut avoir sur un pays tiers ou sur un pays voisin, et on prend à la marge en considération les besoins et les droits des agriculteurs. C'est vraiment si on a une variable d'ajustement là-dessus. L'agroécologie, en tant que science, mais aussi en tant que mouvement, en tant qu'outil, c'est à l'opposé de cette vision productiviste de l'agriculture. Le problème de la transition agroécologique, c'est un problème politique et effectivement, c'est un problème économique. Actuellement,
Et c'est pour ça que je vous disais, pour nous, l'agroécologie, il faut la prendre dans son ensemble, et on ne veut pas se concentrer sur tel type de stockage de carbone dans les sols, tel type de complémentarité entre des carottes et des choux, ou telle approche très spécifique. Il faut le prendre dans son ensemble. Si on accorde en fait à l'agroécologie ce rôle de juste être un set de pratiques agricoles, on fait le jeu de beaucoup d'acteurs et de beaucoup de multinationales et de beaucoup d'États qui actuellement sont les adversaires de la transition agroécologique. Alors je le dis avec le recul que je peux avoir parce que je participe dans un certain set de négociations internationales sur l'agroécologie, les transitions alimentaires depuis presque 10 ans maintenant, mais un des principaux risques qu'on voit par rapport à l'agroécologie, enfin ils sont au nombre de 3. Le premier, ça va être tout ce qui va être l'attaque sur la base scientifique de l'agroécologie. Pas plus tard qu'il y a encore quelques semaines, il y a les États-Unis qui publient des tribunes autant qu'ils peuvent où ils disent l'agroécologie crée de la faim, l'agroécologie crée de la misère, l'agroécologie crée de l'insécurité alimentaire. Concrètement, ils mandatent le gouvernement américain à des scientifiques qui sont là pour démontrer ça. Et ils sont payés pour ça. Donc il y a cette bataille conceptuelle sur l'agroécologie. Actuellement, il y a un grand nombre d'États, mais aussi de multinationales, qui sont trop contents de dire l'agroécologie, c'est juste un set de pratiques agricoles. Yara, Bayer, qui sont 2 grandes multinationales sur les engrais et sur les pesticides, maintenant font de l'agroécologie. Dans leur texte, ils disent « Nous faisons de l'agroécologie parce que nous pensons la complémentarité entre nos pesticides et le cycle de vie de cette plante, parce que nous pensons la complémentarité entre tel type d'engrais et telle plante. » Pour le coup, sur l'agroécologie, ils ont totalement faux. Mardi dernier, il y avait un webinaire organisé par les États-Unis avec un gros panel de chercheurs qui étaient là pour discuter de la complémentarité entre les OGM et l'agroécologie. Concrètement, dans leur conception, on peut faire de l'agroécologie sous OGM si on se concentre juste sur le volet rendement économique, intensification, etc. Donc, juste un commentaire général sur l'agroécologie, sans citer Pierre Rabhi, mais c'est vraiment un mouvement social et un mouvement de transformation en dehors d'être juste quelques pratiques qu'on peut isoler. Sinon, on rejoint toutes les initiatives internationales de marché carbone dans les sols en disant c'est merveilleux, on stocke du carbone dans les sols. C'est ce que fait la France avec son initiative 4 pour 1000, qu'elle labelle comme pratique agroécologique. Mais en fait, c'est juste prendre un tout petit bout de la lorgnette, dire là-dessus, on a une solution, et oublier en fait tout le reste qui va avec et qui du coup remet réellement en question comment est-ce qu'on organise nos filières, comment est-ce qu'on organise nos échanges, comment est-ce qu'on crée une souveraineté alimentaire. Actuellement, moi c'est plus sur la scène internationale que je travaille et sur tout ce qui est négociation internationale sur l'agroécologie, c'est moins sur la sphère française. Mais actuellement, l'agroécologie au niveau international, c'est un enjeu commercial. C'est un enjeu de diplomatie économique et c'est notamment un enjeu de diplomatie économique pour la France. C'est-à-dire que quand on parle d'agroécologie, quand je parle d'agroécologie, quand les organisations paysannes du Sud parlent d'agroécologie, c'est pas exactement la même agroécologie que va vouloir mettre sur la table l'Union européenne ou que va vouloir mettre sur la table la France. J'ai un exemple concret, il y a toute une initiative au Sénégal qui s'appelle DITAES, c'est la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal. Ça fait 4 ans, j'avais travaillé avec eux il y a 4 ans, ça fait 4-5 ans qu'ils font un énorme plaidoyer au niveau national pour une transition agroécologique au niveau du Sénégal. Ils ont fait un boulot, pour le coup, qui m'a scotché et qui est hyper avancé et qui a vraiment réussi, où ils ont vraiment en fait réussi à faire des déclarations dans la bouche de leur président, dans leur bouche de leur ministre de l'Agriculture, en disant l'agroécologie, c'est l'avenir du Sénégal. Ce Sénégal a dit, maintenant, je vais faire la promotion de l'agroécologie au niveau national, mais aussi au niveau international, dans les négociations au comité de la sécurité alimentaire, je vais en parler, du comité Afrique de l'Élysée, et aller voir les organisations, les rassemblements d'organisations de producteurs du Sénégal et aller voir certains membres du gouvernement en disant on va créer des filières internationales agroécologiques en liant des startups françaises et des petits producteurs et des organisations de producteurs sénégalais. Ça n'a strictement rien à voir avec la souveraineté alimentaire. Quand on parle de transformation des systèmes agricoles, des systèmes alimentaires, c'est pas juste quelques pratiques, c'est pas juste quelques intensifications, c'est pas juste quelques co-bénéfices climatiques, c'est vraiment une façon en fait de se projeter, de repenser notre agriculture, de repenser notre alimentation, que ça soit en France ou que ça soit à l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, il y a urgence à agir.
Rien qu'en France, même avec les aides de la PAC, c'est 22% de nos agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Comment est-ce que, au niveau international, ça se passe en termes de changement politique? Ce qu'il faut dire, c'est que l'analyse qu'on a partagée avec Marc Dufumier est portée par des milliers, millions de personnes un peu partout dans le monde, des organisations de producteurs un peu partout, des scientifiques, des agronomes, des militants associatifs. La question, c'est plus comment on transforme ces systèmes. Et là, c'est un peu là où le bas blesse, et comment est-ce qu'on les transforme et avec quel degré. Et il y a un grand nombre d'acteurs, d'États, d'acteurs privés, mais certains acteurs de recherche publique aussi, qui sont généralement les mêmes, qui dénigrent et qui essayent d'affaiblir le concept d'agroécologie, qui, au niveau international, dans les instances internationales, sont plus à pousser un agenda qui dit concrètement, pour lutter contre la faim, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, pour les questions économiques, climatiques, au final, on pourrait transformer ou modifier juste à la marge le système agricole industriel qui est actuel. On est bien content qu'il soit là. Ça va être par des OGM, ça va être par des semences qui vont être modifiées à travers, pas forcément du génie génétique, mais avec des croisements pour les enrichir en un certain type de nutriments. Ça va être des farines de blé dans lesquelles il y a de l'anémie chez les femmes enceintes. Donc du coup, on va mettre de la vitamine A dans les farines de manioc et dans les farines de blé au moment où on moule manioc. Circuler, il n'y a rien à voir. On lutte contre l'anémie comme ça et pas en diversifiant en fait la production, en la relocalisant, etc. Qui est centré sur ce qu'on appelle en fait les innovations technologiques, les innovations agricoles, qui dit il n'y a pas besoin de transformer. On est d'accord, le système actuel il va pas, mais on n'a pas besoin de jeter le bébé avec l'eau du bain. Concrètement, en modifiant à droite à gauche, on peut changer les choses. Opposition qu'on peut avoir entre d'un côté une transformation agroécologique ancrée dans la souveraineté alimentaire et de l'autre une modification où on va dire il y a tel impact environnemental, c'est pas grave, on a tel OGM résistant à la sécheresse, il y a tel impact nutritionnel, c'est pas grave, on a tel intrant qu'on peut mettre dans la farine pour lutter contre ça. À chaque fois une petite réponse en pick and choose, mais c'est malheureusement les deux grandes directions qui structurent les débats internationaux sur l'agriculture, auxquels en tout cas je participe, et toutes les négociations internationales auxquelles j'ai pu avoir. Les États-Unis qui veulent nous faire de l'agroécologie aux OGM, alors qu'il y a 2 mois ils nous disaient l'agroécologie ça affame le monde. Enfin, de toute façon, il y a des stratégies derrière, mais concrètement il y a vraiment 2 visions, et on est à la croisée des chemins en fait pour l'avenir de l'agriculture, l'avenir de l'alimentation. Sur concrètement, on ne peut pas avoir une agriculture industrielle comme le veut les Pays-Bas par exemple en Europe, avec des pratiques agroécologiques. On peut faire une agroécologie effectivement qui produit beaucoup, qui peut être intensive, même si effectivement j'ai des réserves sur ce mot, mais on ne peut pas calquer le modèle de l'agro-industrie avec ses chaînes de valeur internationalisées, ses flux tendus, etc., sur des pratiques agroécologiques. Au niveau international, ça faisait 10 ans qu'on avait eu pas mal de progrès là-dessus, notamment grâce au débat qu'on a au sein d'un espace qui s'appelle le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale. Ça s'appelle le CSA. C'est un espace onusien qui a été réformé après les émeutes de la faim de 2008-2009 pour en faire en fait l'espace le plus inclusif qu'on peut avoir pour débattre des questions agricoles et alimentaires. Il y a aussi un organe de recherche qui a été créé ad hoc, qui est une sorte de GIEC de l'agriculture, qui est chargé de faire des rapports et des états de la connaissance sur des thématiques spécifiques. Ça s'appelle le HLPE, cet espace, cet organe de recherche scientifique. C'est un espace qui est très particulier. Pourquoi est-ce que le CSA est aussi hyper inclusif? C'est parce que la société civile et le secteur privé sont à la table des négociations. On n'a pas le droit de vote. Mais là, j'en sors, c'était la semaine dernière, c'est la 49e session du CSA, c'est les États qui votent, mais on est à la table des négociations à travers un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones, où ce sont les personnes qui souffrent de la faim qui parlent, ce sont les organisations de paysannes, les organisations de producteurs, les organisations de consommateurs du Sud qui tiennent le haut du pavé. Nous, on est là en tant qu'ONG du Nord Plus en rôle de conseil et on discute avec eux, on est tous sur un pied d'égalité, mais c'est eux qui prennent la parole, et le secteur privé est là. Donc ça faisait 10 ans qu'on avait ce CSA qui fonctionne bien, où on produit des lignes directrices internationales sur la transformation des systèmes alimentaires, où on produit des lignes directrices contre les accaparements fonciers, où on fait du plaidoyer par rapport aux États vis-à-vis de la transition agroécologique, etc.
Et ça faisait 2-3 ans en fait, qu'on se faisait tirer dans les roues par les États-Unis, par le Canada, par l'Argentine, le Brésil, enfin j'en cite que quelques-uns, qui étaient de plus en plus agressifs et de plus en plus vocaux par rapport aux décisions qu'on prenait et aux négociations qui pouvaient avoir lieu au sein de ce CSA, de ce Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, parce que ça commençait quand même à titiller, ça avait de l'impact, notamment sur le terrain, ça influençait les politiques d'aide au développement, les politiques de développement des pays, notamment africains, d'Amérique latine et d'Asie. Et ça commençait à titiller leurs intérêts économiques. Les dernières négociations sur l'agroécologie, ils ont quand même réussi à dire que l'agroécologie, ça servait à optimiser l'utilisation de pesticides et pas à détruire et à progressivement éliminer l'utilisation de pesticides. Donc ils y arrivaient, mais ça ne suffisait pas. Et il y a 2 ans, ils nous ont sorti tout d'un coup, sans aucune annonce, on a eu une annonce du secrétaire général des Nations Unies sur la tenue d'un sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Dès le début, on s'est dit, ça sent mauvais cette histoire. On n'a pas été consulté. Ils refusent de nous adresser la parole. On a essayé de leur parler durant des mois en tant qu'organisation de la société civile, pas le CCFD, mais le mécanisme de la société civile internationale. Ils ont boycotté la Via Campesina, le MSC, l'Europa, toutes les organisations de producteurs, ils les ont boycottées. Par contre, ils sont allés voir les multinationales de Davos, ils ont signé un partenariat avec Davos, et ils ont dit « Aidez-nous, on va réussir, on veut transformer les systèmes alimentaires, aidez-nous à transformer les systèmes alimentaires ». Que durant 6 mois, ils ont travaillé dans un tout petit groupe restreint, et ils ont dit « On va transformer les systèmes alimentaires, et pour ce faire, il y a 10 pistes d'action magiques, qu'ils appellent les Game Changing Solutions en anglais, c'est les solutions qui changent la donne ». Nous, on a écrit des lettres, on a commencé à remuer un peu ciel et terre, et nous, tout ce qu'on nous a répondu, c'est « circulez, il n'y a rien à voir, de toute façon, vous n'êtes pas représentatif, vous ne pouvez pas parler au sujet ». Ce faisant, il y a quand même certains États qui ont dit « mais attendez, c'est quoi cette histoire? Il y a plein d'espaces de négociation, on est aux Nations Unies, et là vous êtes en train de nous proposer quelque chose de totalement hors sol, que vous êtes en train de construire à 5 dans votre tour d'ivoire, sans consulter les États, qu'est-ce que c'est? Non mais c'est bon, vous en faites pas. » On ouvre un groupe où il y a 12 États qui peuvent venir, premier arrivé, premier servi. Je vous le donne dans le mille, c'est les États-Unis, la France, des pays européens et les pays du Nord. Il n'y a aucun pays africain dans ce groupe des 12 États initiaux. Et on va nommer une ambassadrice qui est Agnès Kalibata, qui est la présidente d'AGRA. AGRA, c'est l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, qui a été créée par la Bill et Melinda Gates Foundation et la Rockefeller Foundation il y a 10 ans, et qui œuvre juste pour une transformation industrielle du continent africain. Donc ça donnait quand même une orientation assez marquée à l'initiative. Et ils nous ont mis durant 1 an et demi tout le vernis inclusif qu'ils pouvaient, où ils ont créé des commissions, des sous-commissions, des consultations nationales dans un grand nombre des États, qui à chaque fois a été trusté par les multinationales, qui à chaque fois a été trusté par le lobby de la viande, le lobby du poulet, les lobbies industriels. Pour au final aboutir à un contre-sommet cet été qui a donné tapis rouge à Pepsi pour lutter contre la malnutrition, la surnutrition aussi, à Alibaba et à Amazon et à Facebook pour la digitalisation de l'agriculture et la mise en place de drones, à Bayer, Monsanto, Yara pour tout ce qui va être intrant, etc. Et parce qu'il fallait quand même en parler, on va parler de l'agroécologie et dans un petit coin, on va dire non, l'agroécologie c'est bien, la France a lancé une initiative agroécologique grâce à ce sommet. Du coup, en tant que société civile, nous, ça faisait 1 an qu'on disait, mais attendez, il y a le CSA qui existe, le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale, il y a des négociations, ça fait 10 ans qu'on a fait du progrès sur le sujet, qu'on a des lignes directrices, qu'on a des initiatives, qu'on a des projets, qu'on a concrètement quelque chose à mettre sur la table, et vous l'avez totalement mis de côté, et maintenant vous êtes en train de nous dire, c'est un sommet des peuples, venez à la table des négociations, mais tout est déjà discuté. Les orientations, les modalités, et où est-ce qu'on va? Bah non, on n'est absolument pas d'accord. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que l'été dernier, en marge, il y avait un pré-sommet, en marge du pré-sommet, on a fait un contre-sommet de la société civile. On était, je sais pas, 300, enfin il y avait plus de 2000 personnes chaque jour qui venaient, ça a duré que 2 jours, c'était virtuel, hein, parce que Covid oblige, on n'a pas pu le faire en physique cette fois-ci. Et donc on a mis en place ce contre-sommet justement en fait pour faire vivre nos alternatives, pour dire écoutez, si on veut lutter contre la faim, si on veut transformer les systèmes alimentaires, c'est pas effectivement avec votre biofortification, vos OGM et vos nanotechnologies de pointe, c'est concrètement en transformant et en repensant les modalités d'échange et de production dès le début. Et on va faire vivre en fait ces résultats, le résultat de ces consultations, comme la contribution de la société civile à cette transformation au niveau international des systèmes alimentaires, des systèmes agricoles, dans les années à venir. Le sommet, il a eu lieu
Il a eu lieu en septembre, le 23 septembre, mais c'est clairement pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a eu le sommet c'est pas une fin, le sommet c'est un début. Du sommet, il y a eu une multitude de coalitions multi-acteurs où les multinationales sont à fond les ballons pour investir. Ça veut dire que Yara, ça veut dire que Pepsi, ça veut dire que Bayer, actuellement, va avoir mandat onusien pour vendre ces technologies à des producteurs, à des agriculteurs, un peu partout dans le monde. Et il y en a une sur l'agroécologie où la France est très investie, elle aimerait qu'on y soit, et actuellement, on freine un peu les cas de fer. C'est malheureusement que le début de toute une privatisation de la gouvernance internationale sur l'agriculture et sur l'alimentation, et d'un rapprochement, en fait, sans commune mesure, entre ce que font les agences des Nations Unies et ce que font les multinationales à Davos, où ils sont en train, en fait, de mélanger ce qui est de la sphère privée et ce qui est de la sphère mercantile, avec ce qui est de la sphère publique et ce qui est de la sphère de la lutte contre la faim. La faim devient business, pour le coup, et ce sommet, il a juste marqué ce changement, et on a fait un bond en arrière mais monstrueux par rapport à tout ce qu'on avait réussi à faire au niveau international depuis 10 ans sur tout ce qui était lutte contre la faim, promotion de l'agroécologie, etc. Parce que c'est l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation des Sénégalais, mais aussi de l'agriculture et de l'alimentation de la France qui est en jeu. Ce sommet, concrètement, on va voir ses impacts partout dans le monde. Non, mais j'entends des ministres de l'agriculture en France, pratiquement tous, tous ceux que j'ai rencontrés. Oui, il y a bien un marché pour l'agriculture biologique, vos produits artisanaux qui exigent plus de travail, donc plus cher. Il y a un marché. Il y a des gens qui sont disposés à acheter plus cher leurs aliments pour avoir une alimentation saine. Vous avez raison. Mais n'oubliez pas la production de masse pour les couches modestes. Ça, je trouve ça horrible. Les bourgeois bohèmes, une alimentation saine, les perturbateurs endocriniens pour les couches modestes. Alors, je partage ton point de vue, c'est toute notre agriculture, les agriculteurs du monde, qui vont devoir changer et opérer cette révolution radicalement différente. Il faut quand même être très honnête. Les systèmes de production les plus à même, inspirés de ce que je racontais tout à l'heure, sont des écosystèmes. C'est vraiment une révolution agricole dans ses orientations. Ce ne sera pas un grand soir, c'est une transition, on est bien d'accord. Ce que nous on appelle plaidoyer, c'est de l'anti-lobbying, très clair. On s'attaque à des puissances qui sont bien plus fortes que nous, bien plus fortunées, qui rencontrent bien plus souvent les autorités que nous. Mais je crois qu'il ne faut pas déserter ce genre de manifestation. Je viens de quitter la présidence, mon dernier mandat s'est terminé, de la plateforme pour le commerce équitable France, qu'on appelle aujourd'hui Commerce Équitable France, qui est la plateforme pour le commerce équitable, qui n'est pas seulement une fédération d'organismes qui essayent de faire en sorte qu'il y ait quelques produits du Sud achetés plus cher par des gens prêts à acheter un peu plus cher leur nourriture et garantir un prix plancher là-bas et une prime de développement là-bas, mais c'est de démontrer que ceux qui bénéficient de cette prime et de ce prix plancher, qui ont une relative sécurité dans la rémunération, et que la prime a effectivement modifié leur système de production, et là, on peut démontrer par l'action, très clairement, par l'action, qu'effectivement, il y a moyen, même quand on fait du café et du cacao, de pouvoir retrouver un peu de sécurité alimentaire. Alors c'est souvent en association de culture alimentaire avec café et cacao, c'est souvent de l'agroforesterie, et surtout quand les prix s'effondrent, ils ne sont pas en fait. Quand on parvient non seulement à dénoncer le capitalisme, mais à montrer qu'il y avait déjà, là regardez, déjà il y a des gens qui font autre, c'est appuyer sur les savoir-faire paysans anciens, et puis pour peu qu'on change un peu les conditions socio-économiques, regardez, ça change beaucoup de choses. On veut très vite évoluer les systèmes alimentaires, agricoles et alimentaires, il nous faut évidemment jouer sur l'intérêt privé des agriculteurs, alors plutôt les exploitations familiales, c'est-à-dire ceux qui vivent de leur travail, et quand ils disent c'est rentable, mesure la rentabilité de leur agriculture, combien je suis rémunéré de mon travail en comparaison avec d'éventuels autres emplois, ou pas, parce qu'il y a souvent du chômage. Que des agriculteurs puissent satisfaire l'intérêt général en étant guidés par des rapports de prix, du coup, qui soient incitatifs à faire ce qui est conforme à l'agroécologie, et qui soient dissuasifs de faire son contraire, ça peut être redoutablement efficace. Il n'y avait pas d'agriculture plus planifiée que l'agriculture des 6 pays d'Europe de l'Ouest. Les prix étaient fixés à Bruxelles. On fixait des prix élevés pour les céréales, on fixait des prix élevés pour la viande, on fixait des prix élevés pour le lait. Et déjà, même si on n'avait pas encore signé les accords de Blair House, on avait fait une concession aux États-Unis, on n'avait pas mis de protection à l'importation de protéines, donc nous sommes devenus, de ce fait, extrêmement déficitaires. On est devenu très vite excédentaire en blé, viande, lait, poudre de lait en tout cas. Ce pourquoi on avait des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. La capacité des agriculteurs de réagir à des rapports de prix incitatifs et dissuasifs. Attention, inciter à faire ça, c'est dissuader de faire le contraire. Et la grande erreur de la politique agricole commune, c'est que quand nous sommes devenus excédentaires, pas seulement la France qui exportait au sein de l'Europe des 6, 8 et 15, mais quand l'Europe des 15, je parle avant l'arrivée des pays de l'Est,
Mais quand l'Europe des 15 est devenue excédentaire, c'était plus des droits de douane à l'importation pour que les prix importés soient au prix fixé à Bruxelles et que nos agriculteurs soient correctement rémunérés. On a subventionné nos exportations pour vendre nos produits moins chers que ce qu'étaient payés nos agriculteurs, mettez un prix élevé. Ça, c'était l'erreur monumentale. Maintenant, vous mettez une taxe carbone aux engrais azotés de synthèse. Ben, je vais vous dire, les agriculteurs font des légumineuses. Alors là, je vais vous dire, il y a déjà le substitut possible, et ça n'exige pas forcément beaucoup de matériel supplémentaire. C'est moins vrai pour les gens qui sont déjà endettés. Quand vous avez 3 robots de traite, si je demande aux agriculteurs, mettez du lin dans la rotation, avec un matériel nouveau, les gens ont envie d'étrangler. On est bien d'accord, hein, il y a une inertie aujourd'hui liée au niveau d'endettement de nos agriculteurs. Mais honnêtement, nous déciderions de définir une nouvelle politique agricole commune qui vise la souveraineté protéinique, c'est-à-dire on dénonce les accords de Blair House. Et sachez que d'un point de vue juridique, la COP21, ratifiée, prévaut sur les accords commerciaux. C'est-à-dire il y aurait un procès à l'organisme des règlements des différends, il faut le ressusciter peut-être un peu, mais dans la hiérarchie des droits internationaux, nous aurions toutes les chances de gagner. L'impératif de mettre des légumineuses pour moins de protoxyde d'azote et moins d'énergie fossile doit prévaloir sur le libre-échange. Ce serait l'Europe qui, au lieu de se faire piloter par les États-Unis, effectivement, et parfois secondée par Lula, parce que Lula a réussi à se rallier le tiers-monde derrière les États-Unis contre l'Europe pour qu'il y ait du libre-échange, parce que Lula paraissait comme une figure tiers-mondiste. Mais le même Lula qui défendait la réforme agraire pour ces petits paysans, en fait, sur le marché mondial, il défendait ses grands latifoulières. Exportation de soja, spécialisation, c'est avantages comparatifs. Il faut mettre fin à ça, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Un bon produit bio rémunéré parce que c'est de bonne qualité, oui, mais les subventions de la politique agricole commune, l'argent du contribuable, que le contribuable français participe à la rémunération des agriculteurs, je trouve ça normal si on rémunère les services d'intérêt général, les services environnementaux. Ben allons-y. Ces services d'intérêt général, dites-moi à quel prix vous mettez en place cette technique. Top là, je vous paye. C'est plus des subventions, vous n'êtes plus des mendiants qui ont besoin d'aide, mais vous me rendez un service d'intérêt général, droit dans vos bottes, vous pouvez être correctement rémunéré. Vous mettez des légumineuses, mais ça nous évite l'importation de soja, surtout de soja transgénique. Ça évite la déforestation de la forêt amazonienne pour faire des cultures de soja. Ça évite les importations de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse très émetteurs de protoxyde d'azote. C'est d'intérêt général. Dites-moi, à quel prix vous pourrez mettre ces techniques-là? Top là, je vous paye un contrat. L'accès au foncier, terre de liens. Là, on bouge. Hein. Et les SAFER, on regarde le foncier et on voit s'il y a des terres qui se libèrent. Les parents d'élèves, on exige du bio. On exige un repas végétarien. Non, on est clair. Hein. Et on se met d'accord. Le commerce équitable, allez, on se met d'accord. Donc c'est le comportement du consommateur, le comportement individuel, la somme de notre comportement individuel a déjà, comme un droit de vote, ça a du poids, etc. Il y a des gens qui pratiquent l'agroécologie, mais rémunérons-les. Voilà, et vous verriez, tout le monde irait. Ben, on gagnerait quand même. Donc moi, c'est le comportement individuel, notre mouvement associatif, et puis effectivement, moi je ne renonce pas à mon droit de vote. Je suis désolé, je trouve que dans nos politiques, il y en a beaucoup qui sont pourris. Ben non, moi je ne renonce pas à mon droit de vote. J'ai élu un député, j'ai élu un maire, j'ai élu un truc. Je vais au Parlement européen, parce que c'est là où on se signe les CETA ou le CETA. Il faut évidemment pas signer, il faut se battre aussi pour qu'on ne ratifie pas le CETA. Bon, c'est pas terminé, mais le CETA, on ne doit pas le ratifier. Et on ne doit pas imposer des accords de partenariat économique dits de libre-échange aux pays du Sud. Et alors par contre, je le dis tout de suite, s'il y a des gens qui veulent être élus et qui auraient mon vote, une fois que j'ai élu quelqu'un, alors après je le harcèle. Hein.